tout engagement est un engagement. C'est pas parce qu'il n'est pas signé en bas à droite que c'est pas un engagement. Bon, si vous faites un engagement sur un mail, c'est pareil, ou de face à face, mais avec des témoins par exemple, c'est un engagement. Si c'est face à face, qu'il n'y a pas de témoin et que vous ne le respectez pas, on ne va pas pouvoir vous condamner. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas un engagement. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas pris juridiquement, vous n'aviez pas créé un contrat. Ok? Good. Bon, et après ça, c'est important de voir que des actes de droit, vous en avez partout autour de vous. L'école, c'est rien d'autre qu'un contrat juridique qui réunit des profs, des élèves à qui une marque est accrochée, des délégations de services publics qui sont accrochées. Et selon les pays, on considère que ça fait partie de ce que l'État, donc c'est-à-dire la communauté de tous les citoyens, délègue ou pas à une école. Il y a des endroits dans lesquels le diplôme, ça appartient à l'école et c'est lui propre. Et que ça n'intéresse qu'elle, puisque c'est le diplôme de tel... Mais sauf qu'il y a un moment où l'école toute seule, c'est pas très intéressant, sauf si elle s'appelle Harvard ou Stanford, et du coup, elle se rattache à un organisme d'accréditation. Un organisme d'accréditation, c'est un contrat. Je te permets d'utiliser mon crédit. Je suis l'organisme qui certifie les ingénieurs. Et donc, si tu respectes des règles, dans ces cas-là, tu as le droit d'utiliser le titre d'ingénieur. Donc ça pourrait être très bien avec une structure privée. En France, c'est avec l'État. Ce sont les titres d'État. Mais c'est pas très très différent. Ce que ça change, dans le contexte français, c'est que si vous avez un problème, c'est le tribunal administratif qu'il faut aller voir au lieu d'un autre tribunal. Donc ça, c'est un point qu'on n'avait pas vu, qui peut être important. C'est une fois qu'on s'est mis d'accord, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait si on n'est plus d'accord. Alors il y a deux approches. Il y a une approche qui est finalement très anglo-saxonne, parce qu'eux, ils n'ont pas eu Napoléon. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que avant Napoléon, avant la Révolution, la façon qu'on avait de créer le droit, c'était la loi commune. Comme les anglo-saxons ont la common law. Ils nous ont copié. La loi commune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi était faite d'une série de décisions juridiques. Donc on avait présenté le sujet à un juge qui avait tranché. Quand on n'était pas d'accord, on a été allé voir un appel. Quand on n'était pas d'accord, on avait été voir devant le Parlement. Et puis chaque région avait son Parlement. Et puis du coup, ça faisait des lois qui différaient un peu d'une région à l'autre au sein même de la France. Donc, par exemple, jusqu'à la Révolution, la succession était différente en Île-de-France, où elle ressemblait à la succession actuelle telle qu'on l'a en France. C'est-à-dire qu'à la mort de quelqu'un, on divise tout et on est réparti égalitairement entre les enfants. Mais dans le sud-ouest, dans la région de Bordeaux ou Toulouse, on faisait un aîné. C'est-à-dire que tout l'argent allait sur l'aîné qui, en compensation, s'occupait de ses parents quand ils étaient vieux. Et pour vous dire que après, il y a une différence entre ce qui est du domaine du droit et puis ce qui est du domaine de la coutume. Jusque dans les années 50, ça restait encore la pratique, même si ce n'était pas autorisé. Donc ça a duré un siècle et demi de plus, quasiment, où on continuait à faire un aîné. Mais ça s'est un peu arrêté avec l'arrivée de la retraite pour les agriculteurs. C'est-à-dire que l'idée que c'est toi qui hérites de tout, mais c'est toi qui t'occupes des parents quand ils sont vieux, bon, si les parents ils ont une retraite, pourquoi est-ce que tu aurais tout ?
Vous voyez que dans deux zones qui étaient dans un même royaume de France, il y avait un droit différent, parce que le droit dépendait en fait de la plus haute juridiction, et la plus haute juridiction, c'était en général le Parlement. Et il y avait des parlements dans chaque région. Bon. Et on a tout unifié en France en mettant un code civil qu'on a voulu inspirer du droit romain. Les Romains, ils avaient fait un code civil et tout était décidé à Rome. Bon, ben, nous, on est le début d'un empire, on va faire pareil. Donc, chez les anglo-saxons, ça reste du droit commun et ça change des choses. Ce que ça change, c'est quand vous écrivez dans un contrat qu'on est d'accord pour que le prix soit payé, ben, la notion de prix, elle est quand même très définie dans la loi et très encadrée. Aux États-Unis, le prix, on a intérêt à l'écrire dans le contrat pour pas avoir un différend devant le tribunal sur la définition même du prix. Ah oui, mais quand il parlait du prix, moi je pensais au prix tel qu'il avait été défini par tel ou tel jugement. Donc pour éviter ça, on est obligé de faire des contrats en droit anglo-saxon qui sont longs, qui sont des pages et des pages, puisque chaque terme qu'on va employer qui peut être contentieux, on va devoir le définir pour dire, c'est comme ça qu'on définira le prix dans la suite du document. Et ça fait une autre différence, c'est que les avocats dans le droit anglo-saxon coûtent très cher. Très très cher. J'ai des clients qui ont eu à se battre devant des tribunaux aux États-Unis. Ça leur coûtait jusqu'à 60 000 € par mois. Et ils avaient pour autant un avocat en interne qui préparait tout. Alors dites, est-ce que c'est pas exagéré ? Je veux dire, en France, les montants que demandent certains avocats sont très exagérés, vu le travail que ça demande. Aux États-Unis, non. Parce que chaque fois qu'on envisage de faire quelque chose face au juge, on se pose la question de quelles sont les décisions comparables qu'il y a pu avoir à des niveaux comparables et à des niveaux supérieurs. Ça fait beaucoup de lectures à faire, avec beaucoup de compréhension de pourquoi ce cas-là est comparable ou pas, et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Et donc il faut envisager sur ce qu'on va faire et sur ce que l'autre va répondre. Donc chaque fois qu'on bouge la pièce sur l'échiquier, c'est un travail énorme qui est demandé à des armées d'avocats. Du coup, ça donne une grande incertitude sur le résultat final. Du coup, ça permet, même au dernier moment, de faire une négo. Et parfois des négos qui n'ont pas beaucoup de sens, enfin qui sont surprenantes. Hein. Le client dont je vous parlais, il arrive à il est face au tribunal. Le juge commence à poser des questions qui ne vont pas en sa faveur. Il s'inquiète un peu. Il décide de faire un deal. Donc on est d'accord pour dire que s'il va faire un deal, c'est qu'il sent qu'il risque de tout perdre. Et il fait un deal qui lui donne 4 millions d'euros. Enfin, de dollars. Donc l'autre en face, bien qu'il ait des trucs qui aillent dans sa direction, il préfère quand même payer 4 millions que de peut-être tout gagner. Ça montre le degré d'incertitude. On est déjà devant le juge, on est déjà en train de... Et avant, l'adversaire, il a fait tout pour essayer d'éviter d'aller jusqu'au tribunal. Donc il a fait tout pour demander des choses très coûteuses à son adversaire. Et il y a tout un jeu comme ça pour essayer de dire, comme au poker, quoi, il faut monter pour voir. D'accord ? Donc si vous avez à travailler avec les États-Unis, il faut comprendre que c'est aussi un sujet. Et c'est un sujet qui est complexe parce que ça dépend de combien de trésors on a en banque. Parce que quand on a beaucoup d'argent, il y a des gens qui savent qu'en allant négocier
enfin, en allant face au tribunal, on va pouvoir éventuellement gratter quelque chose. Dans une de ces négociations avec quelqu'un qui se dit qu'il vaut mieux un mauvais arrangement. Dernière chose qui est propre au droit anglo-saxon, en tout cas au droit américain, c'est la possibilité pour le juge d'attribuer des dommages punitifs. Alors ça, c'est simple. Hein. Vous avez fait quelque chose et le juge sent qu'en fait, vous l'avez fait en vous disant « de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Dans le pire des cas, le juge me mettra une amende et dans le meilleur des cas, ça risque de bien se passer. Ben, le juge dit je vais faire en sorte que tu n'aies plus jamais envie de réfléchir comme ça, ni toi ni tes copains. Donc, tu as créé un dommage, tu le répares, et je vais faire une exemplarité. Donc, je vais te demander 10 fois ce que ça a coûté. Je vais faire un exemple. Hein, au Moyen-Âge, en France, on punissait les bandits en les pendant, et après, on découpait leurs membres et on les mettait dans les arbres à l'entrée de la ville. Histoire de dire ici, étranger, on ne rigole pas avec la loi. Bon, ben, c'est un peu la même chose. C'est un juge qui dit, écoutez, voilà, on va être très simple. Hein. Si un mec revient dans ma cour, il faut qu'il comprenne que là, on ne rigole pas et qu'il ne vienne pas me déranger pour rien. Donc, vous avez cru que c'était OK de ne pas payer 1 million parce que dans le pire des cas, vous auriez à payer 1,2 million dans 3 ans et ce serait toujours mieux que le placer en bourse. Bah, je vais vous en demander 10. Et comme ça, je pense que vous recommencerez pas. Et je m'arrange pour que ça vous fasse suffisamment mal. Donc je le fais à proportion de votre taille, du dommage créé, etc. Bon. C'est un système qui est assez bien fait, qui a un gros défaut, c'est que les gens qui attaquent parce qu'ils estiment qu'ils ont un dommage, on ne peut pas les condamner pour ça. Donc il y a une vraie tendance à l'agression, puisqu'on n'a pas un risque là-dessus. On a toujours un risque parce qu'il y a des gens qui peuvent du coup vous attaquer eux aussi pour quelque chose. Hein. Il y a des gens comme ça qui ont une jolie surprise, c'est des Français je crois, ils étaient allés voir Apple ou Facebook parce qu'ils avaient un brevet que Apple et Facebook étaient en train d'attaquer, enfin en tout cas d'utiliser. Et ils pensaient que ça allait être une petite réunion comme ça, mais sauf que quand ils arrivent, il y a plein d'hommes en gris en face d'eux. Les avocats qui sont là et qui ont décidé de les intimider et qui leur expliquent, voilà, on a fait la liste de tous les brevets à nous que vous avez utilisés. Donc ça tombe bien que vous veniez réclamer de l'argent parce qu'on ne savait pas où vous trouver. C'est le même genre d'idée, quoi. Alors, il manquait un peu de maturité, il ne fallait pas aller dans une réunion comme ça sans son avocat. Voilà. Donc le deuxième point, avec la question là, du contrat, qu'est-ce qui se passe si on va au bout du contrat, c'est devant qui on va plaider le cas. Donc en général, on met dans les contrats une clause d'attribution de juridiction pour dire, bon, ben, on est bien d'accord que s'il y a un problème, ça se passe là. Et ça peut être un sujet, parce que vous signez avec un Sud-Africain et il vous dit, bon, ben, s'il y a un problème, tu viens m'attaquer à Cape Town. Pas sûr que ça va être très favorable à vous. Et pas sûr non plus qu'il a envie que ce soit un tribunal français qui gère la question. Et donc c'est un sujet. Et du coup, toutes ces choses-là, ça fait... j'avais évoqué avec vous la question de comment s'écrit un jugement. Non. Oui, c'est important pour le management. Donc comment s'écrit un jugement ? Un jugement s'écrit avec le juge qui dit voilà qui suis-je comme juge. Donc moi juge à la 3e cour de la cour du tribunal de grande instance de Paris. Après ça dit voilà qui j'avais en face de moi. Donc machin contre machin. Et
Ça commence après par toute une page, enfin des pages et des pages de ce qu'on appelle les attendus. Et les attendus, c'est voilà ce que j'ai compris, moi, juge, du problème. Donc j'ai bien compris qu'il y en a un qui disait qu'il avait travaillé comme un fou et qu'il n'avait rien eu. Et j'ai bien compris qu'il y a un autre qui disait qu'en fait ce travail était peut-être énorme mais n'avait rien à voir avec ce qui avait été demandé. Et donc du coup on ne devait rien. Et après, donc en fait c'est intéressant parce que ça montre que j'ai bien entendu les arguments des uns des autres. Et ça continue par, voilà les lois qui auraient pu s'appliquer. Et voilà celle que je choisis. Et donc du coup, dans ce contexte, ma décision est celle-ci. Donc il faut aller tout à la fin, hein, si vous voulez voir la décision, vous avez la dernière page. Et tout le reste, c'est la justification de la décision. Donc ça, on verra ça juste après, là, quand on va parler des questions de psychologie, et donc de motivation, etc. Parce que l'injustice est un grand facteur de démotivation. Et si vous, en tant que dirigeant, vous ne prenez pas soin à avoir des décisions qui soient claires, quelle que soit la décision, à ne pas montrer que vous avez bien entendu tous les arguments de l'autre, et à montrer qu'il y a une règle vraiment claire que vous allez décider d'appliquer, vous risquez d'avoir donc des gens qui vont être démotivés ou qui vont quitter l'entreprise parce qu'ils ont l'impression d'être dans un lieu qui n'est pas un lieu sain, qui n'est pas un lieu où on peut faire confiance. Ok ? On a évoqué ce sujet, hein, je crois qu'on avait parlé des révoltes au Moyen-Âge et du printemps arabe. Non ? On a évoqué ça ? Bon, c'est cette notion des gens qui ont un problème, enfin la plupart d'entre nous, nous avons un problème avec l'inéquité. Donc, vous, en tant que dirigeant, vous devez du coup, parmi vos fonctions, avoir une fonction d'équité. Dernier point, il y a dans la contractualisation des choses un arbitrage qui n'est pas simple entre est-ce qu'il faut tout écrire et tout prévoir ou est-ce qu'il faut au contraire laisser une forme de flou. Je ne sais pas si je vous avais parlé de ma petite boxeuse. Non ? J'ai un club de boxe thaï à Boulogne. Et donc j'ai des féminines. Et dans ces féminines, j'avais une fille pas très très grande, très, très énergique, qui bossait vachement bien, et puis qui était par ailleurs infirmière. Alors c'était une infirmière, c'est une béquée des îles, donc c'est-à-dire c'est les Blancs d'outre-mer, ils ont un peu cette vie facile en outre-mer, et donc quand ils viennent en France, c'est pas pour qu'on les emmerde. Donc du coup, elle avait décidé de travailler en intérim, ce qui lui permettait de choisir les hôpitaux et les services où elle avait envie de travailler et les heures où elle avait envie de travailler. Donc elle était, mais elle bossait toujours à fond quand elle bossait. Et un jour, elle m'annonce qu'elle ne sera pas là l'année prochaine parce qu'elle va suivre son copain qui est parti faire un MBA au MIT. Bon, c'est dommage parce que c'est un bon élément, mais il se trouve que moi, je passais assez souvent à Boston. Je dis, on va se voir. Et puis en plus, si tu vas au MIT, j'ai un associé qui est un ancien du MIT aussi, sa femme aussi. Donc, faut vous lui parliez, voilà ses coordonnées, etc. Et puis je reviens, finalement, on se voit que 9 mois plus tard. Et elle me dit, ah oui, écoute, voilà, j'ai rompu avec mon copain. Putain, t'as fait tout ça pour aller là-bas, tu fais ton diplôme d'infirmière là, et puis, bon, et pourquoi t'as pas appelé mon copain Alberto Ah non, mais t'inquiète pas, on avait décidé que s'il y avait un problème, c'était moi qui gardais l'appartement.
Et ça s'appelle une autorisation morale. C'est-à-dire, écrire quelque part sur un contrat que on est bien d'accord que si tu me voles, tu devras payer tant, c'est une façon de dire je ne serai pas surpris que tu me voles. Donc, c'est une autorisation morale. C'est-à-dire que quelque part, on peut dire je ne suis pas voleur, mais il sait bien que je suis capable de le voler là-dessus. Et donc, si c'est plus intéressant que ce que ça me coûte d'après le contrat, je peux peut-être le faire. Donc, est-ce qu'il faut le mettre dans le contrat et au moins savoir que s'il y a un problème, on peut dire regardez, il y a le contrat qui doit s'appliquer? Ou est-ce qu'il ne faut pas le mettre en faisant bien comprendre qu'en revanche, on est d'accord que ça, c'est inacceptable. Voler est inacceptable, etc. Enfin, et il n'y a pas un vrai choix définitif en la matière. Ça demande un peu de finesse, un peu d'expérience, un peu de... Donc voilà pour le droit. Pour la compta, j'ai bien reçu de vos travaux et je me suis aperçu que vous n'aviez pas regardé les vidéos et que probablement il va falloir que vous fassiez le travail, mais on va le refaire après lundi prochain, après qu'on ait parlé des questions de théorie des contraintes, puisque cet exercice fait référence à la théorie des contraintes. Il y en a peut-être un ou deux qui ont trouvé la bonne réponse, mais globalement, vous n'avez pas bien vu ce qui était le sujet, ce qui était le problème. Mais c'est pas grave, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc la compta, ce n'est que la façon de mesurer ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a un gros problème avec la compta, c'est que globalement, c'est très très dicté par des règles fiscales. C'est-à-dire que l'État, il y a même des gens qui vont jusqu'à dire, il y a un moment, l'État a créé la notion de bénéfice pour avoir quelque chose à imposer. Parce qu'à la limite, on peut se demander si est-ce qu'on a vraiment besoin de ça. Alors, en fait, on a besoin de ça parce que ce qui est le réflexe initial, c'est de dire, bon, de toute façon, je regarde ce que j'ai en banque, puis c'est bon ou c'est pas bon. Hein? On a vendu des choses, on a acheté des choses, bon, tant qu'on a de l'argent en banque, c'est pas grave. Puis qu'on n'a plus d'argent en banque, c'est qu'on est en train de perdre de l'argent. Mais sauf que ça, ce n'est vrai que si on paye tout au comptant et qu'on est payé au comptant, et ça, c'est vrai si on n'a pas d'investissement à faire. D'accord? Donc, si notre entreprise, c'est juste d'acheter des choses et de les revendre avec une marge, et avec cette marge de se payer, ça va. Si c'est pas se payer, mais c'est payer des salariés, et que des salariés, quand on s'en sépare, il faut leur payer 2-3 mois d'avant, 2-3 mois de congés payés, / compensation diverses et variées, ça veut dire que la somme qu'on a en banque ne représente pas exactement notre profit. Ok? Si en plus là-dedans, on a pris une partie de l'argent pour acheter un ordinateur et que l'ordinateur il va rester 10 ans, donc on ne va pas avoir besoin de l'utiliser. Enfin, l'année où on a acheté et les autres années alors que l'activité aurait été la même. Donc on a une mesure qui n'est pas juste. Ok ? Si on ne mesure pas de manière efficace, on ne prend pas des décisions efficaces. Si on mesure mal, on ne peut pas améliorer. Donc qu'est-ce qu'on mesure ? On va mesurer l'ensemble des engagements qu'on prend avec les uns avec les autres. Donc il y a des choses qui sont simples, c'est une facture.
on a reçu une facture, c'est-à-dire un engagement de payer pour quelque chose qu'on a reçu ou on va recevoir. Bon. Il y a des engagements qui, eux, ne sont pas forcément écrits. On s'engage vis-à-vis d'un salarié, ce n'est pas forcément un contrat écrit. Et même si c'est un contrat écrit, ce n'est pas forcément un contrat qui passe devant le service comptable. Ça peut être quelque chose qui se passe au niveau de la RH, et puis la compta, qu'est-ce qu'elle en sait? Quand on vend quelque chose, il va falloir qu'on émette aussi une facture. Et cette facture, c'est le commercial qui sait qu'il faut l'émettre, et c'est la compta qui doit l'avoir enregistrée. Vous voyez que ce que ces petits exemples montrent, c'est qu'il y a un sujet de communication d'infos et donc de circuit d'infos. On est dans un système d'information. Donc, ce qu'on appelle les ventes, ça a été regroupé dans un terme. Qui sait répondre à ça? Comment on appelle les ventes en comptabilité? Chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est en fait les ventes. Alors là où c'est un peu plus que les ventes, c'est que par exemple, il peut y avoir dedans, on peut par exemple, il y a des gens qui mettent éventuellement de la production qu'ils ont faite pour eux-mêmes. Mais globalement, il faut avoir en tête que le chiffre d'affaires, c'est les ventes. Alors, ces ventes, il y a après derrière une autre notion qui est la notion de marge brute. La notion de marge brute, c'est bien de savoir combien on a vendu, mais c'est encore mieux de savoir combien on a vendu par rapport à ce que ça a coûté comme achat. Si j'achète des billets de concert et que je les revends, c'est pas très intéressant de savoir quel chiffre j'ai fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle marge j'ai fait. Et cette marge-là, cette marge commerciale, s'appelle la marge brute. D'accord ? C'est différent de la marge nette, qui est le profit qu'on fait. D'accord ? C'est les chiffres, c'est les termes que vous connaissiez ? Entendu parler, jamais ? Bon. Donc chiffre d'affaires, marge brute. Donc là, ça représente les ventes. Et ça représente les ventes moins les achats. Et on entend par achat, on entend par achat les achats qui sont liés à la vente, qui sont liés à ce qu'on vient de vendre. D'accord ? On ne va pas mettre dedans les achats de téléphone ou les achats ou la location du lieu. Ça, c'est autre chose. D'accord ? Ce qu'on veut mesurer là, c'est la marge qu'on a réalisée en vendant. Donc, c'est une marge commerciale. Après ça, on va chercher à identifier la valeur ajoutée qu'on a produite. Alors, la valeur ajoutée, c'est une notion assez importante parce qu'en fait, vous avez entendu parler du PIB d'un pays. Le PIB d'un pays, on prend toutes les valeurs ajoutées de toutes les boîtes et on les additionne. Donc, c'est une longue chaîne d'entreprises qui chacun rajoute de la valeur et pour donner le prix final pour le client, pour le consommateur. Et la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. D'accord ? Donc, à la fin, on considère que le produit que vous achetez, c'est que de la valeur ajoutée. Donc, vous payez 20% sur quasiment tous les produits que vous achetiez. Et c'est une taxe qui est sur la valeur ajoutée qui a été produite sur l'ensemble du produit. D'accord ? Et
celui qui vous vend le produit, eh ben lui, il va récolter cette taxe qu'il va donner à l'État, moins ce qu'il a déjà, lui, donné, payé à son fournisseur. Donc c'est un système dans lequel le client final paye la taxe à une société qui, elle, va en donner un bout à l'État et l'autre, il l'a déjà payé à un fournisseur qui lui-même, l'ayant collecté, l'a donné à l'État moins ce qu'il a donné à d'autres fournisseurs, etc. D'accord ? Donc tout au long de la chaîne, on va donner chacun un bout qui est le bout, la part sur sa valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée, c'est quoi par rapport aux ventes et aux achats ? C'est tout ce qui est vente, moins les achats qui étaient nécessaires à la vente, et moins les autres charges extérieures. C'est-à-dire, on cherche à mesurer tout ce qui n'a pas été fait à l'intérieur de l'entreprise. D'accord ? On cherche à mesurer tout ce qui vient d'un fournisseur externe qui lui-même a créé quelque chose. Donc, par exemple, si vous décidez d'avoir un chauffeur pour faire les livraisons dans l'entreprise, ça veut dire que c'est votre entreprise qui va créer cette valeur. Si vous décidez de sous-traiter ça à un fournisseur extérieur, ça veut dire que ce n'est plus dans votre valeur ajoutée. Donc, si jamais le chauffeur il est externe, eh ben, on l'enlève et ça donne la valeur ajoutée. Si jamais vous recrutez quelqu'un pour le faire, votre valeur ajoutée va augmenter, mais vous allez avoir un salaire en plus. D'accord ? Donc ce qui reste, quand on a la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur ajoutée ? Donc dans les charges externes, vous avez les loyers, vous avez tout ce qui est de l'ordre des électricité, eau, téléphone, etc. Vous avez... pardon ? Alors non, normalement les impôts et taxes c'est après. Parce que ça porte sur justement des profits, donc après, ou en général non. Quand vous avez fait loyer, quand vous avez fait toutes les charges de production, électricité, gaz, énergie diverses, eau, etc., vous avez les charges externes. Ok ? Vous voyez la différence entre les achats de matière et les charges externes ? Les achats de matière, il est en dessous. C'est avec ça, c'est avec la valeur ajoutée qu'on va payer les salaires. Donc, la différence entre achats et charges externes, les achats, ils sont liés aux ventes qu'on va faire. Pour vendre un billet de concert, il faut que j'en achète un. Et donc la marge, ça va être la marge que je fais entre l'achat et la vente de ce ticket. Maintenant, avec cette marge brute, il va falloir que je paye la publicité que j'ai prise sur Facebook. Bon, ça, c'est une charge externe. Donc, si vous voulez mettre tout ce qui est dépenses marketing, c'est clairement là-dedans. OK ? Et une fois que j'ai payé Facebook et le loyer du local où j'ai stocké tout ça, etc.,
la somme qui reste, c'est ma valeur ajoutée. Et avec cette somme, je vais payer les salaires et les charges sociales. Vous vous souvenez que les charges sociales, quand vous payez 100, il y a 100 à garder pour les charges sociales. Ok. Quand on a enlevé salaire, charges sociales, le niveau d'après, donc ça donne un résultat d'exploitation qu'on appelle REX, comme le chien. Donc le résultat d'exploitation, et ce que vous allez déterminer après, c'est la marge brute d'autofinancement en français, mais qui est appelée en anglais EBITDA. Alors, marge brute d'autofinancement, ce n'est pas très parlant. Ce que ça veut dire en gros, c'est voilà ce qu'on a créé, voilà ce qu'on a fait comme argent globalement au niveau de la production, et cet argent va servir à payer les impôts, à payer les investissements, à payer les financiers et à payer les investisseurs. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est un chiffre très important, parce qu'en gros, c'est un chiffre qui est assez commun à tout le monde, quels que soient les choix qu'on a faits, les choix politiques et stratégiques qu'on a faits. C'est avec cette marge brute qu'on va... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un chiffre qui n'est pas trop manipulable. C'est pas trop manipulable. Le seul truc qui permet de le manipuler un peu, c'est de savoir si on fait des choses en investissement ou en leasing. En leasing, ça devient une charge externe, c'est un loyer, donc c'est au-dessus. En investissement, c'est en dessous. Alors, si on reprend le terme EBITDA, ça veut dire Earnings Before Investments, Taxes, Depreciation and Amortization. Donc, c'est les profits, avant qu'on ait enlevé de ces profits les intérêts, les taxes, les dépréciations. Oui, j'ai dit investment, c'est interest. C'est earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Donc, c'est le profit avant qu'on ait enlevé les intérêts qu'on paie aux banques, avant qu'on ait enlevé les taxes qu'on paie à l'État, avant qu'on ait enlevé la dépréciation et l'amortissement. La dépréciation et l'amortissement, c'est le stock qui perd de la valeur ou les objets qui perdent de la valeur, la dépréciation. L'amortissement, c'est comme je vous le disais, si on achète un ordinateur l'année 1 et qu'on va utiliser les 9 années suivantes, il ne faut pas que ça pèse seulement sur l'exercice de l'année 1. Pour bien faire, il faudrait que chaque exercice ait sa part. Sinon, on a l'impression d'avoir un super exercice après un mauvais, alors qu'en fait, non, c'est les mêmes. D'accord ? Donc, du coup, on a fait une mécanique qu'on appelle l'amortissement, c'est-à-dire on dit, bon, ben, ok, ce que j'achète là, on est bien d'accord qu'en fait, globalement, je vais l'utiliser plus largement. Mais tout ça, donc une fois que vous avez l'EBITDA ou marge brute d'autofinancement, le reste, c'est résultat financier, résultat avant impôt, résultat net. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous cherchez à avoir un EBITDA le plus élevé qui permette de payer les intérêts, qui permette de payer vos impôts, qui permettent de payer vos investissements. Hein, l'amortissement, en fait, c'est le moment où on paye
ces investissements et on se dit chaque année, est-ce que je gagne tant d'argent que ça parce que j'ai quand même eu un gros investissement à faire au départ? Et il faut que ce soit non nul parce qu'il y a encore les associés ou les investisseurs à payer, ou soit. Ce que je veux juste, c'est un truc très rapide, mais c'est pour vous montrer que c'est essentiellement du vocabulaire. C'est-à-dire, si vous savez qu'est-ce qu'il y a dans chaque catégorie, après, vous ne posez pas trop de questions. D'accord? Quand vous devez vous faire un business plan, les ventes, c'est des formules mathématiques. Combien de personnes on va chercher à joindre, à combien de personnes on va chercher à vendre, combien ils vont dépenser en moyenne, du coup, combien ça fait comme vente. Après, si je veux leur vendre, qu'est-ce qu'il faut que j'ai acheté pour pouvoir leur vendre? Pas compliqué. Après, bon, pour pouvoir livrer tout ça, il faut de la place, il faut une usine, il faut, etc. Il faut du people pour faire tourner. Bon, on découpe par petits bouts, combien de terrain il faut, combien de bâtiments il faut. Tout ça, c'est assez simple en fait. Sur un tableur, ça se fait très vite. C'est juste qu'il faut savoir les différents trucs un peu importants et dans chacune de ces catégories, comprendre à quoi elle sert exactement. Oui. Marge brute d'autofinancement. Donc c'est là où on se pose la question de qu'est-ce que l'entreprise a comme capacité à payer ses investissements. C'est la marge brute plus l'autofinancement. Non, en fait, il y a ici une marge brute qui s'appelle aussi marge commerciale et il y a là une marge brute d'autofinancement qui est un autre agrégat. Et en fait, tout ça, ce ne sont que des agrégats, ce ne sont que des regroupements de comptes qu'on a mis ensemble pour essayer d'avoir pour y voir un peu plus clair. Alors, là où ça se complique, et là où ça devient un vrai sujet, parce que ça, c'est en quelques heures, vous avez fait le tour et vous dites, bon, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font des études de compta? Là où ça se complique, c'est qu'il y a beaucoup de réglementaires derrière pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit ou pas d'enlever dans le résultat comptable et entendre par là dans le résultat fiscal. D'accord? Donc, ce que le fisc va chercher à faire, c'est il va chercher à éviter qu'on arrive à la fin d'année et qu'on fasse « Oh, j'ai plus de résultat ». Alors, c'est un peu idiot de la part du fisc, parce que globalement, si on avait 0 de résultat en bas, c'est qu'on a tout distribué à quelqu'un qui, lui, va payer de l'impôt. Donc, il se retrouve ailleurs. Mais, en fait, ils ne sont pas très sûrs de leur système. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de fuites avec tout ce qui est le travail au noir. Donc, du coup, dans le doute, ils ont des règles un peu idiotes. Par exemple, il y a des dépenses qu'ils ont décidé d'être non acceptables, c'est-à-dire acceptables, oui, mais pas dans les impôts. Si vous prenez une cotisation à un club de golf pour emmener vos clients jouer au golf, il est probable que vous allez faire beaucoup d'affaires là-dedans, mais le fisc explique que non, mais ça, c'est une dépense somptuaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Pareil avec une chasse ou avec un yacht. Vous me direz, oh là là, oui, bon, comme ça, les riches, ils sont taxés. Sauf que les riches, eux, ils peuvent se permettre d'avoir un conseiller fiscal qui leur dit non, mais c'est pas grave, c'est une société étrangère qui va avoir un yacht et qui va, elle, faire des pertes, et puis ce sera ta filiale, et ça, c'est OK. Donc c'est idiot, mais ça montre aussi un peu le combat d'arrière-garde qu'il y a du côté du fisc. Alors que par ailleurs, ils ont des vrais sujets sur tout ce qui est TVA intracommunautaire, avec des gens qui disent c'est bon, j'ai payé un État, et qui disent à l'autre État non, mais en fait, il faut que tu me rembourses parce que j'ai payé à l'autre. Et ils jouent au jeu de bonneteau comme ça, en se faisant rembourser des trucs auxquels ils n'ont pas le droit et sans qu'il y ait suffisamment de communication entre les États pour savoir. Et ça c'est beaucoup d'argent. Maintenant,
il y a un autre usage de la compta qui est pour vous. Et cet autre usage de la compta, c'est d'arriver à savoir si on fait une bonne opération ou pas. Et je vais vous donner un exemple qui pour moi est très très frappant. J'ai des clients qui ont développé des entreprises de services. Je pense à un, il a aujourd'hui une entreprise qui doit avoir 250 ou 300 salariés. À chaque fois, il est obligé de recruter ses consultants pendant 3-4 mois de les former avant qu'ils soient opérationnels et capables de livrer. D'accord ? Donc, vous avez au départ 10 salariés. Donc, c'est des salariés qui vont vous coûter, je ne sais pas, on va dire que globalement, ils vont vous coûter 10 000 euros l'année. Globalement, leur charge sociale, le coût d'un poste, etc. Mais c'est vite fait. Hein. Pardon, 100 000. Ouais. Le petit sourire narquois. Donc, ça va vous coûter 100K. OK ? Fin d'année, vous vous dites, tiens, il faudrait que je recrute encore 10 salariés. OK ? Donc là, vous avez fait 100 salariés que vous avez mis au travail à la moitié du temps. Donc ça veut dire qu'ils vont travailler une centaine de jours. Et vous arrivez à les vendre, on va dire, 500 euros par jour. C'est pas extraordinaire, mais voilà. Donc ça veut dire que c'est 500 fois 100, ça. Et 1, 2, 3, 4. Alors que là, vous avez, ça va peut-être pas y arriver, 6 fois 10 encore, c'est ça ? Donc on est à 500 000. Je rate quelque chose ? Non, c'est ça, 10 salariés, 500 euros, 60 jours. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Hein ? C'est bon ? Non, mais c'est bon, il y a 10 fois 10. C'est bon ? 10 fois 100. Ok. C'est bon, mais si vous ne savez pas beaucoup par rapport au fait qu'on les paye à temps, donc on va les faire travailler 200 jours, et donc on va être à 1 million. On va être à 1 million, et on a 1 million de salaire. Je passe le fait que j'ai mis là-dedans plus que le salaire. Bon. Donc vous avez un truc à peu près équilibré. Mais vous avez créé une boîte avec 10 salariés. Donc c'est... Si maintenant il faut que vous recrutiez à nouveau 10 salariés, qui les 10 salariés sur l'année, il y a eu 3-4 mois pendant lesquels ils n'ont rien produit, pour lesquels ils n'étaient pas capables de produire, puisqu'ils étaient en formation. Où est-ce qu'ils sont dans ces chiffres ? Officiellement, vous avez payé 100 000 pendant 1 an, et ils vous ont rapporté 10 fois 100 000. Donc, où est-ce qu'on voit là, dans ces chiffres-là, où est-ce qu'on voit le fait que, en fait, si on continue l'année prochaine, on ne va pas faire 200 jours, on va en faire 250. En fait, il y a un profit qui ne se voit pas là, parce qu'au fur et à mesure qu'on a eu de l'argent, on a embauché un salarié de plus, puis un de plus, puis un de plus. Donc là, mon client, il se retrouve avec 250 salariés et il est en croissance chaque année. Donc, il a toujours 20, 30, 40 salariés de plus chaque année. Et il fait peu de profit. Donc, les banquiers lui disent « Oui, non, mais il faudrait que vous ralentissiez la croissance parce que vous ne faites pas assez de profit. » Et en fait, c'est juste qu'il réinvestit ses profits avant qu'ils n'apparaissent dans les comptes de résultats. Avant qu'ils ne soient comptabilisés en fin d'année. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'il a commencé à avoir un peu plus d'argent, il s'est dit, bon, ben ça, je peux recruter un gars de plus.
au lieu de laisser ça dans la ligne du bas. Donc il fait des investissements continus, mais qui sont sous forme de salaire. Et dans le système comptable classique, il n'y a pas cette différence entre les salaires qui sont des gens en train de se former et qui sont un investissement, et les salaires qui sont des gens qu'on est en train de vendre. Donc il y a, surtout sur ces aspects immatériels, il y a une très mauvaise matérialisation de la valeur créée, et ça peut jouer des tours, puisque vous risquez d'aller voir des associés, des partenaires, et leur dire, bon voilà, je fais 0 de profit. Alors qu'en fait, si on a 50 jours de plus de possible, on va faire quoi donc 250 000 probablement de profit. L'année prochaine, en restant à 10, on va arriver à vendre 50 jours de plus, puisque c'est les jours de formation qu'on n'a pas pu vendre au début. Et on va, avec les mêmes volumes, faire 1 250 000 de chiffre pour 250 de profit. Ouais. Donc ça, ce que ça montre, c'est que selon la façon dont vous comptabilisez les choses, vous voyez vraiment votre réalité ou pas. Et la plupart du temps, le comptable, c'est un gars qui fait des études de comptabilité, c'est-à-dire qu'il sait vous dire si le fisc est OK avec ça ou pas, mais il n'a pas été formé à vous dire qu'est-ce que les chiffres valent. D'où l'importance du petit exercice que je vous ai présenté, parce que avec les mêmes chiffres, il y en a qui me disent que ça fait des pertes et il y en a qui me disent que ça fait des profits. Il me semblait que normalement, quand on avait tous les mêmes énoncés, on arrivait tous à le même endroit. On est d'accord. Donc c'est donc bien le signe qu'il y a un vrai enjeu là-dedans. Et c'est un enjeu d'autant plus important qu'il n'est pas pris en compte par les autres. Vous regardez dans les grands groupes, qui est à la direction financière des grands groupes? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une vraie compréhension de la compta? Non. C'est en général quelqu'un qui n'a jamais fait de compta. Le seul truc qu'il ait fait, éventuellement, c'est de l'audit. Ce qui n'est pas pareil. L'audit, c'est vérifier que les gens ont bien mis les trucs au bon endroit. Ça ne dit pas, est-ce que ce système, cette façon de mesurer est la bonne? Je crois que c'est rarement le cas. Si ce n'est pas des gens qui ont fait l'audit, c'est des gens qui ont fait du banking, donc qui ont fait du deal, qui savent faire du Monopoly, mais ils sont bien incapables de comprendre comment se forme le chiffre qu'ils ont sous les yeux. Hein? Mais pour prendre le parallèle, imaginez que vous êtes face à une expérimentation en physique et que vous n'avez aucune idée de comment fonctionnent les appareils de mesure, et donc finalement vous n'en connaissez pas les limites. Vous n'en connaissez pas les tolérances, vous n'en connaissez pas. Bon, ben, les décisions que vous allez prendre, elles risquent d'être assez peu intéressantes, voire même fausses. D'accord? Donc ça, quand vous êtes entrepreneur, c'est votre instrument de mesure. Donc c'est probablement intéressant de l'étalonner vous-même, de savoir comment il est construit et de savoir si ça colle avec votre activité. Hein? Je vais vous donner un deuxième exemple assez classique. Un entrepreneur, il fait des pertes cette année. Et quand on lui demande pourquoi il fait des pertes, il dit ben ouais, c'est parce que là-dessus, j'ai eu 6 mois de l'année avec une boutique que j'avais et que je devais fermer. Bon, mais le temps que je la ferme, elle m'a planté de 700 000 euros. Ben, est-ce qu'il perd vraiment 700 000 euros ou 400 000 euros? Ou est-ce qu'en fait, il fait 300 000 euros de profit et 700 000 euros de pertes exceptionnelles? C'est pas la même chose. Si les pertes sont vraiment exceptionnelles, certes, c'est une perte de valeur,
mais c'est une activité qui est plutôt correcte. On ne la regarde pas pareil. Oui, mais s'il ferme une boutique, c'est quand même pas bon signe pour son activité. Mais il s'est trompé sur une boutique. Il a fait un investissement, mauvais choix. Ça arrive, on passe notre temps à faire ça. Mais c'est vachement dangereux si, quand on fait ça, ça devient « Ah ouais, mais il est en perte, il va mal, c'est la mort ». Et souvent, les gens ne vont pas chercher trop loin dans le chiffre. Ou alors ils vont chercher dans le chiffre, mais ils ne vous le disent pas et ils ne le disent pas aux autres pour éviter que la boîte vaille trop cher. Donc c'est aussi votre job que de bien mettre en avant ce que vous avez si vous voulez être attirant et que les gens viennent vous aider et viennent contribuer à la victoire. Vous vous souvenez le mot? La défaite est orpheline, mais la victoire ne compte pas ses pairs. Tout le monde veut aider les victorieux. C'est traduit, d'ailleurs, il y a un excellent livre sur le sujet, c'est traduit par, en psychologie, on appelle ça l'effet de halo. C'est-à-dire que quand quelqu'un réussit, tout ce qu'il fait est non seulement extraordinaire, mais la cause de son succès. Et donc vous avez un livre qui s'appelle The Halo Effect, qui est un livre extraordinaire parce que c'est un livre qui est fait par un chercheur en management et qui défonce la recherche en management. Donc c'est extraordinaire. On se demande comment il fait dans les couloirs de sa fac pour rester en vie. Mais en gros, il dit non, mais ça ne tient pas debout, c'est pas de la science. La plupart, rien que le halo effect explique leur science. Des halo effect. Halo comme comment il s'appelle lui? Si vous vous intéressez à la science du management, c'est le livre qu'il faut avoir lu. Il est prof à l'IMD, qui est une des très bonnes business schools européennes. Et j'essaie de me souvenir de son nom, mais ça ne va pas venir. Éventuellement, vous m'envoyez un mail si vous voulez le truc, je vous renverrai le lien vers ça. Et je pense que vous l'avez dans la liste des livres qui sont sur mon site internet, sur notre site Melsion. Là, vous avez dans la partie ressources, il y a toute la bibliographie qu'on recommande. Ok. Et le halo effect, c'est un truc extraordinaire. Vous regardez le nombre de unes de magazines type Fortune ou type Challenge en France, et vous regardez tous ceux qui, un an plus tard, ont annoncé des échecs. Et vous regardez comment on en parle quand il est en pleine gloire et quand il est dans l'échec. Et les mêmes actions deviennent l'explication de son succès ou de son échec. Il y a un exemple assez connu qui est l'exemple de Orange, avec les histoires de suicide qu'il y avait chez Orange. C'est un sujet que je connais assez bien parce que je discutais et je discute toujours avec celui qui était le CEO d'Orange à l'époque et qui était quelqu'un de très très concerné par le sujet. Donc il avait mis en place des vraies pratiques pour essayer de baisser les suicides au sein d'Orange. Réellement, hein. Les chiffres, avant que ça devienne une affaire, étaient meilleurs que quand Orange était une administration publique. Et ce qu'il avait fait pour ça, c'était un deal avec les syndicats pour que, oui, c'est pas, normalement on ne doit pas le faire, mais prévenez-nous quand vous voyez des gens en difficulté, que nous on intervienne. Donc ils avaient mis tout un système pour veiller à ça.
Et quand vous parliez à des gens d'Orange à cette époque-là, c'est des gens qui disaient non mais c'est génial Orange parce que là maintenant qu'on a pris un peu de le management est devenu un peu moderne et que maintenant on sent que c'est stimulant, on bosse plus. Et quelques mois plus tard, suite au scandale des gens qui se suicidaient sur le lieu de travail chez Orange, ça devient oui, non, mais il y a trop de pression, avec ce management moderne, maintenant, il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait, etc. C'est fascinant. Rien n'a changé, simplement le regard qu'on porte dessus. Maintenant, plus de rôle. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette affaire? Parce qu'il y a un entrepreneur qui avait fait une boîte à l'époque qui permettait aux entreprises de devenir des fournisseurs d'accès Internet. Je suis M6 et j'ai une marque connue et je voudrais que tous les jeunes viennent sur Internet en utilisant M6 Internet, comme il y a M6 Mobile, comme etc. Oui, rien de neuf. Et donc lui, il s'était spécialisé dans je vais vous permettre en marque blanche de devenir un fournisseur d'accès Internet demain. Et il avait comme concurrent France Télécom à l'époque, donc devenu Orange. Et France Télécom l'a massacré. Et c'était pratique courante chez France Télécom. Ils ont toujours fait ça. On va te faire une offre autour de chez toi qui va être telle que tu vas plus arriver à vendre, ou on va te demander de l'argent que tu ne dois pas, ou on ne va pas te payer de l'argent qu'on te doit. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Donc certains ont gagné leur procès, mais parce qu'ils ont tenu suffisamment longtemps, et donc lui, en l'occurrence, il a perdu. Et France Télécom le rachète, et il reste chez France Télécom. C'est ce qu'il est devenu? Délégué syndical. Faut pas laisser un entrepreneur en liberté dans une grosse boîte. C'est catastrophique. Et surtout quand il a une vengeance personnelle à mener. Et donc il a mené sa vengeance personnelle. Et aujourd'hui encore, il continue à pourchasser, à demander la condamnation du CEO de l'époque, etc. Non, mais voilà, bref, mais il se trouve que je l'avais rencontré quand il était encore entrepreneur et que je l'ai vu après à la télé en train de commenter en tant que délégué syndical le scandale qui était devenu cette boîte de France Télécom. Je le connais, lui. Il a fait du chemin. Bon. Alors, dernier des savoir-faire qu'il faut posséder quand on est un entrepreneur. Celui-là est un peu moins dans la partie des cours qu'on voulait sécher. C'est en général plutôt le cours que tout le monde aime bien, parce qu'en général, c'est des jolies histoires et on n'a pas beaucoup à travailler. C'est le cours de psychologie. Alors, il y a une expérience qui a été menée en Afrique. Ils sont allés, ils ont fait une étude, je crois que c'était sur 3 fois 500 entrepreneurs, qui étaient des entrepreneurs qui avaient des entreprises de 3 à 5 salariés, donc des petits entrepreneurs. Un groupe de 500, conditions de contrôle, on ne fait rien. Un groupe de 500, on va leur faire un cours de management. Donc ils ont pris un cours un peu reconnu de quelques semaines et hop, ils les ont mis dedans. Et le troisième groupe, on va leur faire un cours de psychologie. Et il n'y a eu que le troisième groupe qui a eu des résultats. À la fois de croissance de chiffre d'affaires et de croissance de bénéfices. Et de l'ordre de 17-18%, donc pas un truc complètement nul. Alors ça veut dire quoi, la psychologie? Qu'est-ce que vous entendez par la psychologie? L'étude des comportements individuels. Ouais. L'étude des comportements individuels. Donc,
techniquement, c'est l'étude de la psyché, c'est-à-dire de l'esprit. Donc, c'est supposé être l'étude de l'individu. Oui. J'allais dire l'étude des mécanismes de l'esprit. D'accord. C'est. Alors, plusieurs sujets. Souvent, les gens en psychologie, ce qu'ils étudient, c'est la psychologie clinique, c'est la psychologie des gens qui ont un problème. Or, nous, ce qui nous intéresse au principal, c'est la psychologie des gens normaux. Parce qu'on espère avoir dans son entreprise des gens normaux. Ça n'empêche pas qu'il y a des déviants partout. Ah, et rigolez pas, c'est un vrai sujet. J'ai un client qui est arrivé un matin sur son bureau, il y avait 8 déclarations faites devant la police, donc 8 employés sur 15 ou 16, qui portaient plainte pour harcèlement contre son directeur marketing. Et à cette occasion, il s'est effectivement aperçu que c'est vrai qu'il était lui aussi harcelé par le directeur marketing. Et c'est vrai que le directeur marketing, depuis les 2 ans qu'il était là, avait fait que de la merde. Mais presque sciemment. Presque sciemment au sens, vous savez, il y a des poissons de rivière qui agitent la vase pour pouvoir mieux chasser. Le brochet fait ça. Eh bien, il y a des gens qui, pour mieux chasser, agitent un peu la merde, et puis eux, ils sont bien dans cet univers. Les autres, ils sentent mal, ils sentent de manière diffuse qu'il y a un truc qui ne va pas, mais ils ne savent pas dire exactement quoi. Bon. Donc, ça, c'est de la catégorie des pervers, des psychopathes ou des sociopathes. Ça, on estime que ça représente une personne sur 20. Donc il y en a peut-être un dans la salle. Ouais. C'est pour dire que ce n'est pas complètement neutre. D'accord ? En général, la difficulté, c'est que ce sont des gens très intelligents et très adaptés. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un truc qui ne passait pas et donc ils ont appris à le masquer. Mais je dirais que quand vous vous trouverez face à ça, vous ferez votre expérience. Et donc finalement, ce qui est plus important, c'est de faire le management sur les 97% de normaux et pas sur les 3% de délinquants. Mais c'est rarement le cas. La plupart du temps, on va faire un management sur les 3% de délinquants. La plupart du temps. Quand on met des badgeuses à l'entrée de l'entreprise pour compter les heures, c'est qu'on prend les gens pour des voleurs. Intéressant. On arrive, il faut badger, on part, il faut badger pour montrer qu'on a fait les heures comme prévu. C'est pas, on ne travaille pas en confiance là. Hein. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser dans la psychologie ? Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre un minimum de psychologie quand on manage ? Oui. Pour négocier. Ok. Ok, mais pourquoi c'est important pour négocier ? Je pense qu'il faut s'adapter à la personne qui est en face. D'accord, donc pour comprendre l'autre. Ouais. Ok. Oui. Ça joue énormément dans la qualité du travail et c'est vrai. Si on est dans une psychologie positive, si on est très content de faire un travail, ça va se ressentir sur nous. D'accord, donc c'est la question de la motivation ? Ouais. Ouais. Ok. L'application à faire chose. Ok. Je pense que c'est un peu le complémentaire de la partie très numérique de la comptabilité, par exemple. Ouais. C'est facile de voir un peu les bonnes décisions à prendre pour notre compta, et sauf qu'elles ne s'adaptent pas forcément.
pas du tout en compte les réactions que peuvent avoir les gens, les influences négatives que peuvent avoir certains trucs. Donc ça, D'accord. l'association entre les deux. D'accord. Donc ça, c'est la question de l'humain par rapport à la question du côté automatique des décisions. Ouais. Autres idées? Pourquoi c'est intéressant? Ça pourrait permettre d'essayer de prédire d'éventuels des employés qui craquent ou autre. On pourrait essayer De prévoir les comportements. de savoir ça. Prévoir les comportements. Ouais. Donc ça, c'est intéressant à plusieurs sujets, hein. C'est intéressant pour les comportements de vos collaborateurs, mais c'est aussi intéressant pour les comportements de vos clients. OK?